retour dans VPL pour l'entretien du jour et ce soir nous recevons Adrien Badevant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste des enjeux du numérique et vous publiez donc avec Jean-Pierre Mignard ce livre, L'Empire des données, et c'est sur la société, les algorithmes et la loi. On le disait à l'instant, il y a effectivement beaucoup d'actualités autour des données personnelles. D'abord Facebook, au cœur de la tempête, accusé d'avoir laissé fuiter des dizaines de millions de données personnelles d'utilisateurs. Les parlements britanniques et le Parlement européen souhaitent entendre Mark Zuckerberg. Est-ce que vous êtes surpris par cette affaire? Quel est votre regard, vous, de spécialiste? Cette affaire, elle montre déjà que les données, c'est un enjeu majeur de société aujourd'hui. Oui. Il faut comprendre comment on les collecte, comment on les transfère, si on les revend dans un marché secondaire, selon quel principe. Et en l'occurrence, ça ne m'étonne pas qu'il y ait plusieurs actions qui soient menées. Je pense que les données seront au cœur du contentieux de demain. Et il y en aura à la fois aux États-Unis et en Angleterre. Il y a des enquêtes en cours. Oui. Et de manière plus large, ça montre aussi le pouvoir politique qu'ont pris les plateformes, les géants du numérique. Et du coup, il y a un nouveau choc de souveraineté. Ça remet un peu, ça rebat la carte de la géopolitique de la norme avec des États qui ont leurs lois et leurs constitutions et des plateformes, eux, qui ont peut-être plus d'utilisateurs. Avec Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs, alors qu'aux États-Unis, il n'y a que 325 millions de citoyens qui répondent à la Constitution. Et du coup, vous avez des nouveaux chocs politiques entre les États et les plateformes. Mais est-ce que ça les rebat jusqu'où les cartes? Est-ce que c'est une crise qui pourrait, sinon détruire Facebook, au moins l'affaiblir sérieusement? Le cours de bourse a sérieusement chuté, c'est 7%, mais il peut vite remonter. Il y a un préjudice sûrement d'image, mais ce que ça montre surtout, c'est l'éthique que devraient avoir ces acteurs. Et si Facebook n'est pas capable de se rénover, peut-être que des utilisateurs migreront vers d'autres services. Chez les jeunes, il y a beaucoup de personnes qui vont sur Snapchat parce qu'ils ont peut-être plus confiance. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des effets de réseau qui sont très importants. Ce qu'on appelle en économie un effet de réseau, c'est en fait, plus vous êtes nombreux à utiliser une technologie, plus ça a de sens de l'utiliser. Et donc aujourd'hui, il y a quand même 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Ce n'est pas demain matin qu'ils vont tous changer de plateforme. On reste quand même sur des plateformes qui sont solidement constituées. Il y en a d'autres, chacun avec ses avantages compétitifs. Mais du coup, je pense que ça peut donner matière à réflexion, mais Facebook sera, et un groupe innovant, peut-être il réussira aussi à se réinventer et à passer ce moment de turbulence. Certains disent que ces géants pourraient tomber à cause de l'opinion. Vous y croyez ? Si on se détourne d'eux, si demain on les boycotte, d'ailleurs il y a un petit mouvement de boycott qui s'est mis en marche aux États-Unis pour supprimer son compte Facebook, est-ce que finalement, si un jour on arrête de cautionner cela, on fera tomber ces géants? Est-ce qu'il suffirait de ça? C'est le point décisif en fait de cette histoire. Cambridge Analytica, c'est pas un scandale nouveau. Il y en a eu d'autres avant. Les affaires Snowden, Max Schrems, qui est un étudiant autrichien qui avait fait des actions en Irlande contre Facebook. En fait, on a besoin de récits pour s'identifier à ces causes-là. Et parce que le numérique, c'est un peu immatériel. Les gens ont besoin qu'il y ait un malheur qui se crée ou qu'il y ait des personnes qui personnifient ces histoires pour pouvoir se sentir concernés. Mais votre question est tout à fait pertinente. C'est comment nous, citoyens utilisateurs, on va reprendre la main sur ce débat qui nous échappe et qui est pourtant un débat démocratique. Et est-ce que c'est possible, parce que, vous le dites dans votre livre, nos données personnelles sont devenues des biens de marchandisation, pour qu'on comprenne bien, essayons d'être concrets. Les sites savent que vous êtes enceinte avant même que vous l'ayez dit à vos parents, par exemple. Ce sont ces choses-là, ce sont ces données personnelles-là, très concrètes, qui font qu'ils prennent le pouvoir sur nous? Dans l'Empire des données, le livre qu'on a coécrit avec Jean-Pierre Mignard, mon associé, on a voulu montrer comment, en fait, les grandes entreprises, notamment numériques, peuvent faire des profils sur des individus. On peut être ignorant de ces profils. Et ces profils, c'est du profilage comportemental. On suit votre historique de navigation en ligne, on suit la manière dont vous consommez. Et par corrélation, on va vous assigner un comportement, par exemple un risque de crédit, un profil pour votre prochain emploi, un risque de récidive judiciaire. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple de Facebook, c'était un profilage comportemental pour savoir pour quel candidat de l'élection américaine vous alliez voter. Bernie Sanders, Donald Trump, etc. Et le problème du profilage comportemental, c'est qu'on ne sait pas forcément les critères qui sont utilisés. Et nous, en tant que citoyens, on ne peut pas forcément les contester. Donc il y a, dans votre question, deux aspects. Le premier, c'est le fait que par ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'accumulation de données, aujourd'hui, avec des algorithmes sophistiqués, on est capable de faire des corrélations et de voir, par exemple, que vous avez un mauvais risque de remboursement,
parce que en fait, vous vivez dans tel quartier, vous avez telle propension à consommer ou à conduire d'une telle manière par rapport à votre assurance. Et dans le cas de Target, il y avait des personnes qui ont pu déterminer si des femmes étaient enceintes avant même qu'elles l'annoncent à leurs parents. C'est pour ça que je prenais cet exemple. Par leur justement, comment ça s'appelle ? Leur navigation. Oui, les patterns, la façon dont ils achètent. Si une femme achète tel produit après telle semaine de grossesse, on peut déterminer. Une crème anti-vergeture, par exemple, voilà. Si elle se renseigne sur Google, le géant sait que vous êtes enceinte. Vous écrivez « Les algorithmes des géants du numérique calculent nos moindres faits et gestes, anticipent nos désirs, profilent nos comportements. » Et en même temps, vous dites on n'est pas alarmiste, on ne veut pas être alarmiste. Mais vous l'êtes un peu quand même. On a presque le sentiment qu'il y a un monde parallèle. Ça peut alimenter les complotistes aussi. Il est effrayant, votre livre. Oui, non. Il faut surtout pas. Non, il est réaliste. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il est réaliste. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans Facebook et Cambridge Analytica, ça existait déjà avant. C'est juste qu'on a eu besoin que ça soit révélé pour qu'on s'y intéresse. Mais ça, c'est juste la réalité. On est réaliste. Par contre, il ne faut pas sombrer dans le techno-scepticisme et il ne faut pas non plus penser que la technologie va résoudre tous les problèmes de la société. Mais comment on trouve l'équilibre ? Et l'équilibre, c'est de créer une innovation qui soit respectueuse des libertés individuelles. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en Europe avec le règlement européen sur les données personnelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer des lois qui étouffent l'innovation. Il y a beaucoup de choses à tirer de la révolution numérique, mais il faut réussir à sauvegarder quand même des droits fondamentaux. En l'occurrence, le consentement, une collecte des données qui soit proportionnée, savoir à quoi elle va servir, pour quelle finalité. Dans Facebook et Cambridge Analytica, ce sont des personnes qui ont répondu à des tests de personnalité. Et en réalité, on a détourné cette collecte pour faire du profilage comportemental sur 50 millions de personnes. Mais il faudra bien faire confiance à la bonne foi de ces géants. Il faudra bien les croire s'ils nous disent on veut les utiliser pour ça, mais pas du tout pour vendre les données. Mais comment les croire ? C'est pour ça qu'il faut une réglementation. Et en Europe, ça montre toute l'utilité de la réglementation qui est débattue encore aujourd'hui au Sénat pour la transposition. J'allais y venir. C'est en réalité comment on peut faire une loi qui promeut la confiance. Il faut qu'on ait confiance. Dans le RGPD, qui est le règlement européen qui entre en vigueur le 25 mai prochain, il y a des niveaux de sanctions qui sont beaucoup plus élevés. Donc il y a déjà un effet qui peut être dissuasif. Mais je pense que l'argument, ce n'est pas par la peur. L'approche, c'est vraiment comment on peut faire de la gouvernance des données, la façon dont une entreprise collecte et gère des données, un avantage compétitif. Une entreprise qui dit « moi, je gère votre donnée de manière éthique » et contrairement au cas qui a été présenté avec l'application tierce qui est Cambridge Analytica ou Facebook, au contraire, si vous parliez de la fin de Facebook, s'il y a une entreprise demain qui est capable d'avoir un effet de réseau aussi important et d'avoir une force de traction aussi importante avec des nouveaux utilisateurs. Et avec de la confiance. Avec de la confiance, eh bien, elle gagne une part de marché considérable. Alors, depuis hier, vous l'avez dit, effectivement, le projet de loi sur la protection des données personnelles est étudié par les sénateurs. Le texte prévoit, entre autres, plus de transparence pour les internautes dans le traitement de leurs données personnelles, un droit à l'oubli ou à l'opposition plus facile. Est-ce que, selon vous, on arrive tout doucement, quand même, à se mettre à jour sur le plan législatif ou est-ce qu'on a toujours un train de retard sur eux, tout de même ? Le droit est forcément avec un train de retard sur la technologie, parce que la technologie avance très vite. Mais c'est pour ça qu'avec le droit, il y a aussi l'éthique qui l'accompagne, c'est-à-dire qu'on peut commencer à se poser des questions en avance sans forcément réglementer tout de suite. Le règlement européen, lui, il appréhende, c'est la première fois qu'il y a un texte qui est aussi important à un niveau régional européen. Aux États-Unis, la réglementation, elle est sectorielle, c'est-à-dire que vous en avez des réglementations sur les données dans la finance, dans la santé, mais vous n'avez pas quelque chose qui est applicable partout. En France, on était déjà bien doté, parce que depuis 1978, ça fait 40 ans qu'on a la loi informatique et liberté. Et le règlement, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il élève le niveau de protection à l'ensemble des pays européens. Et un règlement, par définition, normalement, il n'y a pas de loi de transposition. Là, il y a quelques renvois, et c'est pour ça que c'est débattu au Sénat. Mais c'est pour éviter toute forme de ce qu'on appelle du forum shopping, c'est-à-dire que vous ne vous installiez pas dans un pays dans lequel un niveau de protection est moins important. Et que, en matière fiscale, il y a des choses qui se passent aussi de la même façon. Donc, Et il ne faudrait pas que ce soit au niveau mondial ? Une réglementation au niveau mondial et non pas seulement ni français ni européen, mais au-delà encore. Alors, il faudrait faire du règlement européen une arme de soft power, c'est-à-dire quelque chose qui va tout doucement insuffler, polliniser et contaminer un peu de manière positive d'autres régions du globe. Parce qu'aujourd'hui, un texte au niveau international, c'est très très dur ça va prendre des années. Déjà, le règlement européen, ça a pris 5 ans de négociation avec des efforts de lobbying très importants entre 2012 et 2016. Donc, ce qu'on a voulu mettre en valeur avec Jean-Pierre Mignard dans l'Empire des données, c'est comment, aujourd'hui, la France et l'Europe vont pouvoir promouvoir, avec ce règlement,
un soft power, de la confiance, une attitude positive. Et c'est à lire, vous l'avez dit, dans l'Empire des données. Merci infiniment, Merci. Adrien Badevant, d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. On aura d'ailleurs le plaisir de recevoir Marie Bochet, la championne paralympique qui revient de Pyeongchang avec 4 médailles d'or. J'espère qu'elle les aura avec elle. Publicsénat.fr pour toujours plus d'infos. Et puis l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.